En réalité, l'erreur que l'Occident a commise, au lieu de soutenir Israël, a été d'essayer d'apaiser la foule. La bête, et qui est la bête? Les migrants musulmans. Et depuis le 7 octobre, le djihad s'est répandu comme une traînée de poudre. Mais grâce à Dieu, Israël est déterminé à faire tomber la République islamique et l'ayatollah. Et ce serait le plus beau cadeau pour la région et pour le monde. Bienvenue dans une nouvelle édition de Al-Shakal House Sadlana. Je suis Dan Diker et mon co-animateur Khalid Aboutem est en vacances. Et nous avons une édition spéciale, à un moment dramatique de l'histoire du Moyen-Orient, et un invité très spécial et j'ose dire un très bon ami. Mossab Hassan Youssef, le prince vert, fils du Hamas, l'un des grands commentateurs et penseurs sur les questions du Moyen-Orient et les affaires mondiales. Ravi de vous compter parmi nous, Mossab, pour vraiment analyser un Moyen-Orient au bord d'une véritable crise, je veux dire d'une véritable détonation sérieuse. Suite à ce que nous appelons le sommet surprise entre le président Trump et le premier ministre Netanyahou, pourquoi un sommet surprise? Non seulement ils se sont rencontrés entre Noël et le Nouvel An, mais c'est la seule semaine où les dirigeants ne se voient pas. Mais il y a tellement de questions dangereuses, difficiles, complexes et dramatiques qui se déroulent dans tout le Moyen-Orient et qui affectent l'existence et l'avenir d'Israël. L'aide de la nation au peuple juif et les intérêts vitaux des États-Unis au Moyen-Orient et j'oserais dire l'avenir même du Moyen-Orient. Je pense que les analystes, les planificateurs et les observateurs ont vraiment été surpris par l'alignement stratégique qui semblait exister entre le président Trump et le premier ministre Netanyahou. Sur deux questions majeures d'une grande importance pour Israël, l'une concerne le régime iranien, le corps des gardiens de la révolution islamique avançant très rapidement dans le développement de centaines de missiles balistiques. Chaque mois, ils déclarent ouvertement qu'ils vont les utiliser à nouveau. Quand ils en auront l'occasion, au bon moment contre Israël, ce serait la première fois depuis juin 2025 que les États-Unis et Israël attaqueraient non seulement le programme de missiles balistiques, mais aussi le programme nucléaire. Donc c'était le premier point d'accord entre le président et le premier ministre, et deuxièmement, le président a dit, à propos du Hamas à Gaza, nous ne passerons à la deuxième étape que si et lorsque le Hamas sera désarmé par la force et que Gaza sera démilitarisé. Eh bien, il semble que la seule force internationale ou la seule force qui serait capable et disposée à le faire seraient les forces de défense israéliennes. Parce que les pays arabes, le Golfe et d'autres forces internationales à part la Turquie n'ont exprimé aucune volonté de désarmer le Hamas par la force. Et sous tout cela, et je vais te passer la parole, il s'agit d'une guerre idéologique, d'une guerre dont l'Occident, à notre avis, n'est encore que partiellement conscient, à savoir le djihad, la guerre islamique, la longue guerre. Tout cela constitue vraiment l'infrastructure, la sous-structure de ce dont nous parlons. Et c'est cela qui détermine les échéances et les attentes de l'Occident et qui oriente l'alliance entre les États-Unis et Israël. J'ai lancé beaucoup d'idées là, mais je voulais simplement brosser un tableau et vous le donner pour voir avec votre pinceau comment vous voyez le tableau, la peinture émerger dans ce contexte dramatique, sanglant et dramatique. Moyen-Orient? Oui. Eh bien, commençons par le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est assis sur un volcan depuis très longtemps. Ce n'est pas une nouveauté. Les personnes qui pensent que la situation au Liban, en Syrie, même en Jordanie est stable se trompent complètement. Tous les pays entourant l'État d'Israël pourraient être au bord de l'effondrement. À tout moment, on pourrait se réveiller le matin. Et il y a une guerre civile au Liban, une guerre civile en Syrie. La ville, le roi de Jordanie, n'est pas si fort. Donc,
Dans un scénario où la Syrie, le Liban et la Jordanie s'effondrent, il y aurait du chaos. Comment cela va-t-il affecter l'Irak à majorité chiite? Comment cela va-t-il affecter les pays arabes producteurs de pétrole, leurs industries? Vous savez, un pays comme le Qatar est un très petit pays, 28 millions d'habitants. Seulement 400 000 sont autochtones et le reste sont essentiellement des étrangers. Il pourrait être envahi très vite sans en avoir les moyens. Il y a des infirmiers 35 au sol. Si des terroristes issus des rebelles syriens, disons, ou de la Jordanie, qui est en grande partie composée de frères musulmans, les frères musulmans sont très puissants en Jordanie et la Jordanie les a récemment interdits. Donc maintenant, ils sont passés dans la clandestinité et c'est justement au moment où ils passent dans la clandestinité qu'il faut s'inquiéter. Donc le 7 octobre aurait dû être l'alerte pour tous les régimes, pour toutes les démocraties de ce que les djihadistes pouvaient faire. Parce que quelles sont les frontières politiques? Il y a une clôture, il y a un mur, ils peuvent le démolir, ils peuvent le franchir, ils peuvent prendre le contrôle d'une population civile et l'anéantir, prendre des otages. Et comment allez-vous gérer cette situation? Aucune armée n'est préparée à une telle chose et en fait, c'est l'erreur que l'Occident a commise. D'un côté, ils comprennent la nature de la guerre entre Israël et Hamas, ils comprennent ce que cela signifie vraiment. Une guerre urbaine où des terroristes ont pris en otage toute une société et l'utilisent comme boucliers humains. Ils savent, ils connaissent les défis, personne n'est préparé, et au lieu de soutenir Israël, ils en réalité ont donné ou ont essayé d'apaiser la foule, la bête. Et qui est la bête? Mais malheureusement, les migrants musulmans qui sont venus en Occident ont été conditionnés par les enseignements de l'islam. Et depuis le 7 octobre, au lieu que le monde comprenne la dynamique de ce qui se passe, le djihad s'est répandu comme une traînée de poudre. Ils disent « libérer la Palestine », mais ils veulent dire « détruisez Israël ». Ils disent « résistance », mais ils veulent dire « djihad », une guerre sacrée, une guerre religieuse, une guerre sainte. C'est le vrai sens du djihad. Et maintenant, comme vous le voyez, la Palestine est un déclencheur très très dangereux, une menace très dangereuse pour l'Occident. Et combien de personnes, en fait, ont réellement agi, ont exploité la tragédie à Gaza et le mouvement Free Palestine? Des loups parmi les moutons. Pour réellement faire avancer des agendas très dangereux visant à détruire l'Occident de l'intérieur. Communistes islamiques, Alliance, combinaison très dangereuse. À une époque où la Chine et la Russie sont déterminées à reléguer les États-Unis au second plan. Donc Israël arrive en fait pour répondre à bon nombre de ces questions. Tout d'abord, la résilience israélienne est un message très clair aux djihadistes, à la République islamique, aux djihadistes palestiniens. Ce n'est pas seulement le Hamas. Tout le concept de la Palestine est fondé sur des principes de djihad. Même la jeune génération palestinienne refuse. Ce n'est pas le djihad, mais la résistance. Ils se disent nationalistes. Mouvement, mais ce n'est pas dans leur nature. C'est le djihad, c'est l'islam. C'est un meurtre pour la mosquée Al-Aqsa, une guerre idéologique. D'ailleurs, Arafat utilisait la même imagerie d'Al-Aqsa, il citait et déclarait Al-Aqsa de la même manière que le Hamas. Donc,
Ce que je comprends de ce que vous dites, c'est qu'il y a une instrumentalisation du concept de Palestine en Occident. Ce qui n'a rien à voir avec un État de telle ou telle taille ou un territoire de telle ou telle dimension. Ce que je comprends de ce que vous dites, Mossab, c'est que la Palestine est un état d'esprit, une idéologie, une conscience politique globale qui est utilisée pour faire avancer le djihad et l'islamisme à travers le monde, tout en faisant appel à l'Occident comme à quelque chose auquel ils peuvent s'identifier, comme une sorte de grief territorial. Oui, absolument, c'est le double jeu. Ils disent une chose ici, mais c'est perçu différemment de l'autre côté du monde. C'est très, très dangereux. Je l'ai dit dès le début, la Palestine est un déclencheur très, très dangereux. Les gens ne réalisent pas à quel point c'est dangereux. En tant que personne ayant vécu la première intifada, les choses étaient très paisibles avant la première intifada. Au moment où ils commencent à scander de la rivière à la mer, intifada, intifada, les choses ont mal tourné et ça ne fait qu'empirer depuis 1987. Et quand je commence à voir cela en Occident, dans des villes occidentales comme New York, comme Londres, comme Paris, pour moi, en tant que personne qui y a vécu, c'était le moment où on ne peut plus tolérer un tel mensonge. Plus vous le tolérez, plus vous essayez de l'apaiser, plus cela va s'imposer à vous. Au début, ça commence par des jets de pierre, des coups de couteau, des fusillades, des attentats suicides. Puis, finalement, 30 ans plus tard, ou même bien moins, cela devient un génocide ou une tentative de génocide à la manière du 7 octobre. Ensuite, ce qui vient après, c'est la destruction. Aucune démocratie ne tolérerait cela. Mais pour revenir à la région, tout le monde regarde Israël et je pense qu'Israël est en difficulté, mais je pense aussi qu'Israël est le pays le plus fort, le plus stable de la région. Oui, dans la région, oui, il y a des défis. Il y a de la violence domestique, malheureusement, de la part des Arabes israéliens qui ne montrent pas une loyauté totale envers leur drapeau en tant que citoyens israéliens. Ils sont en conflit avec leur identité. Ils ne savent pas vraiment s'ils sont palestiniens ou israéliens, même si leur citoyenneté est israélienne. Donc, c'est un très grand défi pour l'État d'Israël. Ensuite, il y a Gaza, puis la Cisjordanie, et le double jeu de l'autorité palestinienne. Désolé d'expliquer. Comment décririez-vous le double jeu de l'autorité palestinienne? Comment comprendre que l'autorité palestinienne se présente comme le faiseur de paix ou le partenaire pour la paix? L'alternative au Hamas, au djihad islamique, mais en réalité, ils ne le sont pas. Je pense qu'ils sont plus dangereux que le Hamas. Au moins, le Hamas est très clair. Ils disent, nous voulons détruire l'État d'Israël, nous ne voulons pas la paix avec Israël, nous ne voulons pas reconnaître Israël. Leurs intentions sont très claires, tu sais comment t'y prendre avec eux. C'est pourquoi le monde est arrivé à la conclusion, après le 7 octobre, de dire, d'accord, vous savez, nous devons retirer ces terroristes du pouvoir. Mais l'autorité palestinienne a une légitimité, elle a été légitimée et ses agissements sous la table financent la récompense pour meurtre. Ce qui fait qu'ils arrivent maintenant, après combien d'années, combien de décennies, à financer le meurtre de ces personnes. En faisant l'éloge des shahids, le peuple juif a prié pendant des centaines d'années, voire des milliers d'années. En disant l'année prochaine à Jérusalem, le président de l'Organisation de libération de la Palestine de l'autorité palestinienne à l'époque, Arafat, disait « Al-Quds rahin shuhada bil malayin », ce qui signifie « Nous allons à Jérusalem ». Des millions de meurtres. C'est ce qu'il scandait, même quelques jours avant sa mort, jusqu'à la dernière heure. Cela revient à dire le déluge d'Al-Aqsa selon le Hamas. Exactement. Donc d'accord, vous savez, vous pouvez formuler vos déclarations politiques très soigneusement,
et paraître neutre et attendre quelques années avant de condamner les attaques du Hamas. Attendre dans l'herbe, vous voyez? Voyant les difficultés qu'Israël rencontre, au lieu d'avancer et de dire « cela ne nous représente pas, ce n'est pas ce que nous sommes ». Ce que le Hamas a fait était mal. S'il voulait vraiment la paix, il collaborerait avec Israël. Imaginez si l'autorité palestinienne, au lieu de travailler avec l'Afrique du Sud et certaines entités étrangères pour condamner Israël sur la scène internationale comme étant génocidaire, un pays accusé à tort de génocide à Gaza et l'autorité palestinienne. Non plus, ce n'est pas vrai. En fait, Israël rend service à l'autorité palestinienne en retirant le Hamas du pouvoir, leur pire et plus féroce rival parmi les Palestiniens. Ils ont attendu uniquement pour exploiter la situation créée après le 7 octobre, au lieu de se tenir du côté de la vérité. Quel genre de partenaire pour la paix êtes-vous? Vous savez, vous êtes venu dans la région, Israël vous a autorisé à revenir, selon Oslo. Pas du tout pour une promesse d'État. Il ne s'agissait pas d'un État, il s'agissait de la paix, et vous avez échoué encore et encore et encore. En fait, qu'est-ce qui nous a mené à la destruction de Gaza, si ce n'est l'autorité palestinienne? Vous savez, quand ils ont perdu le contrôle de la bande de Gaza en 2007, si ce n'était pas pour leur corruption, si ce n'était pas pour leur paresse, si ce n'était pas pour leur double jeu qu'ils jouent avec tout le monde, le Hamas ne serait jamais arrivé au pouvoir, mais ils ont donné l'opportunité au Hamas et maintenant ils jouent toujours le même jeu. Hussein Cher et tous ces dirigeants de l'autorité palestinienne arrivent avec leur entourage enseignant l'économie. Alors que les gens n'ont pas de revenus, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de salaire, leur économie est au bord de l'effondrement, mais eux vivent dans le luxe. Donc ils répètent maintenant la même chose, et demain, lorsque l'économie s'effondrera, ils vont instrumentaliser la crise vers l'Organisation mondiale de la santé, Israël, vers Israël, une nouvelle intifada. Donc, ils ne sont pas dignes de confiance et ce double jeu fait que vous ne voyez pas leur vrai visage. En fait, je préfère traiter avec le Hamas ou avec des extrémistes qui sont fondamentalement clairs et évidents. Vous savez comment traiter avec eux quand vous arrivez à un certain point, c'est tout. Après le 7 octobre, l'usage de la force était la seule option sur la table, mais en ce moment, personne ne peut utiliser la force contre l'autorité palestinienne. Même s'ils exportent un endoctrinement haineux du terrorisme, sans oublier leur campagne diplomatique mondiale pour diffamer Israël, ce qui est en soi une forme de djihad, n'est-ce pas? bien sûr, c'est essentiellement un djihad social et politique. Cela n'a pas commencé le 7 octobre. Maintenant, les accusations d'apartheid, de génocide, de nettoyage ethnique, d'occupation ont été avancées depuis presque 2 décennies par l'autorité palestinienne. Financées par l'autorité palestinienne qui a créé une génération d'Occidentaux qui croient réellement qu'Israël est un État d'apartheid, même si l'autorité palestinienne sait que le mur et la clôture étaient le résultat des attentats suicides pendant la deuxième intifada, ce n'était pas du racisme, ce n'était pas une question d'apartheid. Mais l'autorité palestinienne n'est pas du côté de la vérité et ne défend pas nos droits. Par exemple, s'ils avaient réellement des programmes, mais ils n'ont aucun programme, ils veulent juste diffamer Israël, délégitimer Israël, et c'est ainsi qu'ils ont gagné en légitimité. C'est incroyable qu'avec le massacre du 7 octobre, les viols, les tortures, l'enlèvement de centaines et de centaines de personnes,
que les frères musulmans Hamas, le précurseur d'Al-Qaïda, aient réussi à convaincre de nombreux jeunes aux États-Unis et même une majorité que le Hamas a raison, que le Hamas est légitime, que la cause palestinienne est bien plus légitime qu'Israël, et cela me semble être une inversion extraordinaire de la légitimité. Même particulièrement étant donné que le Hamas était très fier de documenter ces atrocités avec des caméras GoPro. Et malgré ces preuves, il a quand même réussi à embrouiller les gens ou à tromper l'Occident et à le convaincre à travers l'iPhone. Et les images de destruction massive de nombreux bâtiments à Gaza, où le Hamas se cachait, utilisait des boucliers humains, exploitait les enfants dans les écoles, dans les bâtiments, dans les mosquées, dans les complexes de l'Organisation des Nations Unies, et Israël apparaît comme étant en quelque sorte le Hamas moderne, et le Hamas, d'une certaine manière, apparaît comme étant, vous savez, les Juifs victimisés, une inversion totale. Oui, c'est le... Tu sais, comment puis-je m'en sortir avec une tentative de meurtre? Oui? J'accuse une victime avec un crime parfait pour qu'elle ne puisse jamais s'en sortir du soupçon, et c'est ce qu'ils ont fait. Le 7 octobre, c'était une tentative de génocide. Ouais. Comment comprenons-nous la guerre sous la guerre, donc son sens? En Occident, vous savez, les États-Unis ont été fondés avec la Constitution américaine. L'absence de coercition religieuse existe entièrement, paradoxalement, en Amérique. Vous pouvez appartenir à n'importe quelle religion, à n'importe quelle origine ethnique, et la Constitution vous en garantit le droit. Être libre, s'exprimer librement, croire en ce que l'on veut croire, se déplacer librement. Et pourtant, ce qui s'est passé, c'est que les personnalités religieuses les plus extrémistes et radicales de la confrérie musulmane ont convaincu le monde libre que leur cause est vertueuse. Et pourtant, il semble que le monde libre, mené par les États-Unis, les puissances européennes et les pays anglophones, ne connaissent pas la nature du djihad. Vous-même, vous avez grandi dans ce contexte culturel, vous le comprenez aussi bien que n'importe qui là-bas, et vous vivez aussi en Occident. Alors qu'est-ce que l'Occident ne comprend pas qu'ils doivent comprendre à propos de cette longue guerre que le président Trump semble croire pouvoir finir, vous savez, sinon à court terme, du moins à moyen terme, et que selon sa vision, on pourrait arriver à un nouveau Moyen-Orient. Mais comme nous le voyons se dérouler Mosabé, il semble que cette longue guerre que nous connaissons sous le nom de djihad prendra beaucoup de temps à surmonter. Que ce soit l'Iran, que ce soit la Turquie, et avec l'aide de l'endoctrinement et du soft power massif du Qatar, que ce soit les Houthis, vous savez, et tous les autres groupes par procuration, aidez-nous donc à comprendre la chronologie ici. L'essence du djihad, que doit vraiment comprendre l'Occident? Le problème du djihad, c'est-à-dire protégé par la religion la plus répandue et à la croissance la plus rapide sur Terre. D'un côté, les Qataris promeuvent l'endoctrinement des frères musulmans. Des milliers d'imams, des imams des frères musulmans sont payés par le Qatar. Mais d'un autre côté, le Qatar réprime toute tentative de critiquer l'islam. Quand le djihad se manifeste, on dit que c'est de l'islamophobie et du terrorisme. Ne le fait pas, ne représente pas la vérité de l'islam. Et ils continuent simplement à manipuler le public et je ne sais vraiment pas quel est leur jeu. Est-ce pour saboter complètement l'Occident? Impulsion, explosion. Ils veulent que les choses deviennent totalement incontrôlables. Vous savez, vous financez la mosquée d'où provient la haine, où les versets du djihad sont récités. D'un autre côté, vous financez des campus,
des universités, et quand les gens commencent à poser des questions, vous les faites taire, vous les censurez. Qatar, oubliez les mosquées et les imams ou les djihadistes. Regardez Al Jazeera, qui présente en fait les djihadistes comme des combattants de la liberté, comme un mouvement de résistance, relouquant la barbarie et le terrorisme comme un acte légitime de liberté. Où toute cette manipulation et cette confusion interviennent-elles? L'Empire de l'Ouest Jazeera est un géant qui propage de faux récits depuis si longtemps. Et bien sûr, au nom de la liberté d'expression. Donc, vous savez, en tant qu'Américain, en fait, ma liberté s'arrête là où elle empiète sur celle des autres. Vous savez, la liberté ne signifie pas que j'annule votre droit d'exister et que je dise que c'est ma liberté d'expression. Non, ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tant de personnes derrière un écran poussent à la violence. Et il n'y a pas de censure au nom de la liberté d'expression. C'est la plus grande illusion en Occident. Liberté d'expression. Qu'est-ce que tu veux dire, liberté d'expression? Si quelqu'un m'accuse à tort d'un crime que je n'ai pas commis et qu'il veut me condamner à mort, qu'il valide et m'efface de l'existence, tu appelles encore ça la liberté d'expression? Ce n'est pas la liberté d'expression, c'est une menace existentielle. Et regarde simplement l'antisémitisme, l'antisionisme rebaptisé anti-Israël depuis la guerre à Gaza, à quel point il y a de la haine contre les communautés juives. Ce qui s'est passé récemment en Australie, malheureusement, ne sera pas la dernière chose. Et le djihad n'est pas seulement contre les juifs, il sera aussi contre les chrétiens. Faites juste un peu plus confiance aux djihadistes, poussez-les un peu plus dans leur retranchement. Au Royaume-Uni ou à Dearborn, dans des villes majoritairement musulmanes de nos jours, ou là où ils ont du pouvoir, et voyez comment ils vont se comporter. Ça va être moche. Donc, d'accord, on peut prétendre qu'on protège la liberté d'expression, mais en réalité, on permet à des idéologies très dangereuses de s'exprimer. Les frères musulmans, le djihadisme, le palestinisme, la victimisation, qu'en ce moment même, il y a toute une génération aux États-Unis et en Occident qui s'adapte réellement à la mentalité de victime. Vous savez que, selon leur point de vue, le 7 octobre était justifié. Ils ont adhéré au récit selon lequel, si vous avez été occupé, si vous avez été opprimé, bien sûr, sans comprendre la réalité et comment le 7 octobre est arrivé. Demain, ils vont dire, nous sommes opprimés par notre propre gouvernement, nous sommes opprimés par l'opposition ou par une certaine religion. Et ensuite, ils vont aussi croire que la violence est justifiée. La découverte du Federal Bureau of Investigation concernant le complot qui était censé avoir lieu la veille du Nouvel An à Los Angeles. 4 grands attentats terroristes visant des entreprises. Le groupe n'est pas composé de djihadistes ni d'islamistes. Il s'agit en réalité de militants de gauche affiliés à la Palestine, au palestinisme et au récit victimaire palestinien. Et quelle est leur revendication? Libérer la Palestine et libérer Hawaï, libérer la Palestine et libérer Hawaï. Donc maintenant, comme vous le voyez, il y a une nouvelle génération en ce moment qui dit libérer Hawaï. Ce qui signifie subvertir l'Amérique. Ce n'est pas une question d'Israël, mais du monde libre. Exactement. Donc, en gros, c'est comme ça que le djihadisme fonctionne. Il n'est pas forcément nécessaire d'être un djihadiste. Un djihadiste de Daesh, c'est le fait de légitimer la violence et la barbarie, pour des raisons futiles.
Et tout le monde devient une victime. Et plus ils font exploser des choses, plus ils se sentent victimes, et plus la soif de sang s'enflamme. C'est ainsi que cela s'est passé avec les Palestiniens. Ils n'ont jamais appris en 77 ans que, voyant comment c'est une boule de neige qui roule et grossit de plus en plus jusqu'à devenir un génocide le 7 octobre, alors au lieu d'apprendre et de se dire « bon, voilà, c'est fini, c'est une impasse », ils ont redoublé d'efforts avec la même stratégie, la stratégie de la violence. Et pourquoi beaucoup de gens en Occident aiment en fait ces réseaux sociaux, cette propagande haineuse, ces appels à la violence? Tout ce conflit qui se déroule dans une réalité virtuelle se projette d'une certaine manière dans le monde réel. Nous devons accepter que cela ne concerne pas que le Moyen-Orient. En ce moment, nous pourrions être en train de vivre l'effondrement de la civilisation et cela pourrait n'être que les symptômes de la Troisième Guerre mondiale, peut-être, et cela pourrait ne pas arriver. Je ne sais pas. Mais l'humanité à ce stade a touché le fond. Et tout le monde cherche une excuse. Tout le monde cherche à justifier la violence. Et voilà le djihadisme, le palestinisme. Il n'y a aucune différence, juste un traumatisme auto-infligé, une auto-victimisation. Ensuite, après cela, la personne ou le groupe croit qu'il a le droit d'agir en conséquence, de résister. Qu'est-ce que cela veut dire et quelle est la limite de la résistance? Y a-t-il un protocole? Nous l'avons vu clairement le 7 octobre. Ils ont enlevé les enfants, violé des femmes et tué toute vie. Donc n'importe qui peut prétendre dire « Je suis la résistance. Je suis palestinien et je déteste mon gouvernement ainsi que cette entreprise. Et maintenant, je veux acheter des armes et devenir un combattant de la liberté. » C'est l'invasion qui m'inquiète. Et elle ne se limite pas seulement au djihadisme, mais le djihadisme est l'esprit, c'est l'esprit de la violence, c'est l'esprit de la conquête. Il y a donc ce point de rencontre entre ce que nous connaissons comme l'idéologie woke ou d'extrême gauche et l'islamisme. Ils se rejoignent au milieu sur cette victimisation, sur la question de l'accord autour d'une sorte de complot de l'establishment, de l'État, du pays, des systèmes politiques, de ceux qui détiennent le pouvoir. Et c'est ainsi, semble-t-il, que les jeunes ont en fait adhéré au même islamisme radical et extrémiste. Cela les tuerait en réalité et se retournerait contre eux s'ils devaient vivre dans ces sociétés. Oui, absolument. Ce sont beaucoup de ceux qui plaident en faveur de la Palestine. S'ils le faisaient réellement, s'ils arrivaient en Palestine, ils n'en reviendraient pas vivants. Eh bien, il y a beaucoup à apprendre et beaucoup de travail à faire. Et il est toujours risqué de proposer une prescription, de proposer une solution, de proposer une direction pour la réflexion. Mais de quoi s'agit-il? Ensemble, et vous avez été d'une grande aide pour nous apprendre et nous aider à comprendre comment penser comme des Moyen-Orientaux et réagir comme des Moyen-Orientaux. C'est ce que nous essayons de faire au JCFA, penser comme la région qui nous accueille, au lieu de penser comme des Occidentaux. À propos des cultures moyen-orientales, des idéologies moyen-orientales et du djihad moyen-oriental, et en essayant de faire cela, de créer un pont entre les cultures politiques, les idéologies, les religions et les stratégies à travers le Moyen-Orient envers Israël et l'Occident. Laissons nos amis et téléspectateurs avec quelques idées sur ce qu'ils devraient faire. Afin de faire face à ce dont nous avons parlé, c'est-à-dire à ce djihad. Parce que si nous ne le faisons pas, si nous ne faisons pas face aux fondements idéologiques des guerres dans lesquelles nous nous trouvons, nous sommes impliqués dans de nombreuses guerres au Moyen-Orient. C'est déjà en Occident, certains disent mais que l'Occident sera le prochain, mais c'est déjà le cas.
Parce que le djihadisme, l'islamisme sont présents aux États-Unis, partout en Amérique latine et au Venezuela. Le Hamas, le Hezbollah sont très bien implantés au Venezuela, même si le président avait envoyé des forces militaires au Venezuela. On évoque le narcotrafic, mais il existe aussi un trafic de la terreur. Le Hezbollah est impliqué dans d'énormes affaires là-bas et travaille avec les cartels de la drogue, tout comme le Hamas. Je crois que beaucoup ignorent que ces organisations djihadistes sont juste aux portes des États-Unis et de l'Amérique du Nord. Oui, eh bien, c'est la guerre, et cette guerre est différente de toutes les autres. Et il faut simplement accepter qu'il y a un temps pour la paix et un temps pour la guerre. Et quand la guerre t'est imposée, tu n'as pas d'autre choix que de te battre. Et la guerre des récits en fait partie. Et bien sûr, les Occidentaux qui ont ouvert la porte au cheval de Troie, ils l'ont laissé entrer. Des moralistes qui se font passer pour des sauveurs voulant sauver les Palestiniens qu'ils n'ont jamais rencontrés, dont ils ne comprennent absolument pas le jeu, au détriment d'une démocratie légitime. D'accord, ils les ont laissés entrer. Alors, pense-t-il que tout ce conditionnement haineux tombe dans le vide? Ça ne tombe pas dans le vide? Ça finira par résonner. Mais à mon avis, le danger ne se limite pas à l'Europe. Comme je l'ai dit depuis le début, les pays arabes producteurs de pétrole. Il y a une menace qui vient des Yéménites, du peuple du Yémen. L'Arabie saoudite a bombardé le Yémen hier, et vous avez vu ce que le Yémen a fait à l'État d'Israël. Pendant la guerre, des millions de personnes ont été envoyées dans des abris. Et ils en ont la capacité. Et si l'ayatollah décide réellement d'armer les Houthis pour qu'ils puissent déstabiliser les pays pétroliers arabes, ils en ont la capacité. L'ayatollah en a la capacité. Et, croyez-le ou non, personne n'a le pouvoir de mettre des troupes au sol. Le Yémen est bien pire que l'Afghanistan, c'est une géographie très difficile et personne ne veut y envoyer d'armée. Vous avez vu les États-Unis, leur guerre contre les Houthis a duré 4 jours. Et d'ailleurs, c'est là toute l'importance de reconnaître le territoire somalien. Parce que c'est juste à côté du Yémen, c'est à côté du détroit de Bab el-Mandeb. Oui, Le détroit, tout droit, à droite, et c'est un emplacement important. C'est vraiment, vraiment important parce que vous ne pouvez pas permettre que ce ne sont pas seulement les Houthis, il y a les Iraniens derrière eux. Et donc, encore une fois, vous pouvez penser que les pays arabes producteurs de pétrole sont stables et en bonnes conditions. Ils ne le sont pas. Et d'ailleurs, ils veulent qu'Israël en finisse avec l'Iran, qu'Israël en finisse avec l'ayatollah et tous les alliés américains. Ils savent que la plus grande menace, c'est l'ayatollah. Vous savez, l'ayatollah. L'ambition n'est pas Jérusalem, c'est la Mecque, c'est la Mecque. Et s'il en avait l'opportunité, si ce n'était pas pour les États-Unis, si ce n'était pas pour Israël, il aurait envahi il y a de nombreuses années. N'a-t-il pas tenté d'envahir l'Irak? D'ailleurs, la majorité de la population en Irak est chiite. Ça aussi, on ne sait jamais quelle sera sa prochaine action. Donc tout le monde sait que c'est la menace. Mais en attendant, les gens veulent réduire le problème d'une menace régionale où la République islamique et ses proxys ont déstabilisé toute la région et ils ont réussi, dans une large mesure, à déstabiliser le monde entier. vous savez, Leur opération en Amérique latine, oui, c'est une très grande opération, en coopération avec le Venezuela. C'est documenté. Il y a tellement de preuves de leur opération juste à la frontière sud des États-Unis. Donc, c'est un régime terroriste mondial et ils ne peuvent pas rester au pouvoir pour toujours. Donc, avoir cela à l'ordre du jour des discussions entre le président américain et le premier ministre israélien, c'est une priorité. C'est une priorité de traiter avec l'Iran, non seulement parce que c'est une menace contre l'État d'Israël et bien sûr Al Jazeera, Qatar,
En public, ils font passer cela uniquement pour un problème israélien afin de condamner et de diffamer Israël en poussant des agendas, en convainquant les Américains. Pourquoi vos impôts servent-ils à soutenir l'État d'Israël? Mais les Qataris savent que la menace n'est pas Israël. La véritable menace, c'est l'Iran. Donc, naturellement, ils devraient collaborer avec Israël, avec les États-Unis, et c'est ce qu'ils font lors de leurs réunions secrètes. Mais sur les réseaux sociaux et dans l'espace public, ils condamnent Israël et défient les États-Unis. C'est donc ce double jeu, et quelqu'un devra en payer le prix tôt ou tard. Mais Dieu merci, Israël est déterminé, la République islamique et l'ayatollah doivent partir. Et j'espère, et ce serait le plus beau cadeau pour la région et pour le monde, que le peuple d'Iran, le peuple de Perse, se lève et renverse ce dictateur, ce tueur, ce terroriste, pour le destituer et bâtir une véritable démocratie. Ce ne sera pas un processus facile, mais au moins s'ils parviennent à renverser l'ayatollah. Le programme de missiles balistiques serait démantelé, le programme nucléaire serait suspendu définitivement et le monde tendrait la main aux Iraniens. Là où, vous savez, nous pourrons établir un pont non seulement entre Israël et l'Iran, mais aussi avec le reste de la région, et alors nous parlerons de paix, de prospérité. Mais pour l'instant, nous ne pouvons pas faire l'autruche et dire qu'il n'y a pas de menace iranienne. Non, elle existe. La menace ne vise pas seulement Israël, mais toute la région et la sécurité mondiale. Donc la soi-disant communauté internationale a beaucoup de travail à faire pour faire face à cette menace mondiale. Et nous apprécions vraiment que vous soyez venus nous donner une véritable leçon sur la façon de réfléchir à ces questions, et c'est notre grand défi. Comment poser les bonnes questions? Et comment pouvons-nous, avec la plus grande modestie, trouver des voies qui peuvent aider la région, le Moyen-Orient, l'Occident, à devenir plus sûrs, plus sécurisés et plus prospères? Mais la première étape consiste à exposer, puis à éduquer et ensuite à mobiliser les alliés et les amis vers une réalité bien meilleure que vous nous avez aidés à comprendre aujourd'hui. Mossab Hassan Youssef, le prince vert, mon cher ami, merci d'avoir été notre invité très spécial dans cette édition spéciale d'Al-Ashaq Al-Satlana. Notre Moyen-Orient, c'est vraiment notre Moyen-Orient. Ensemble, nous devons en faire un endroit meilleur. Merci pour cela. Merci de vous être joints à nous pour cette excellente discussion.